Alors bonjour à tous. On m'a demandé de vous parler d'un auteur et d'un livre qui me tient à cœur. Et dans ces temps troublés, j'ai décidé de vous présenter un livre d'un auteur trop peu connu qui s'appelle Jacques Josse. Jacques Josse est un grand poète contemporain qui publie chez de petits éditeurs. Beaucoup de ses livres sont malheureusement épuisés. Je pense par exemple à son recueil de poèmes très beau qui s'appelle Vision claire d'un semblant d'absence au monde, publié aux éditions Apogée, ou bien plus récemment À mots morts aux éditions Jacques Brémond, qui est toujours disponible. Jacques Josse, c'est un poète qui parle des personnes cabossées, des disparus. Ce sont souvent des textes en prose, assez brefs, ou alors en vers, une poésie plutôt simple, compréhensible, mais souvent qui parvient à l'émotion par des effets de syntaxe ou de prosodie qui sont apparemment très simples et en fait très sobres, très réussis. Et c'est surtout une grande classe, Jacques Josse, c'est quelqu'un pour qui la littérature ne consiste pas à se pousser du col. C'est quelqu'un qui ne fait pas d'autopromotion, et c'est extrêmement rare aujourd'hui dans le monde contemporain, donc ça me paraissait important dans ces temps où nous sommes tous isolés les uns des autres de vous parler de ce poète dont la voix nous parle si bas et si précieusement. Le livre dont je vais vous parler, c'est Comptoir des ombres, qui est un livre publié aux éditions Au Fond, qui est un éditeur brestois, je crois. Euh, Comme toujours, Josse fait des textes très courts qui nous parlent de personnages un peu cabossés par la vie, des sans-voix, et il dresse des portraits très courts, très poétiques, qui saisissent des instants. Et je vais vous lire quelques passages du début de ce livre, d'une partie qui s'appelle Les bas-côtés, et qui dresse un certain nombre de portraits de ces personnages. Toutes les nuits, la chouette effraie sort de la grange. Elle vient se poster sur le toit. Elle reste immobile, cligne des yeux, respire mal. Cela dure depuis des mois. Hubert a déjà compté 90 nuits. L'oiseau est arrivé le soir où sa mère s'est couchée sans savoir qu'elle ne pourrait plus jamais se relever. Assis sur le siège d'une vieille faneuse envahie par les ronces, il manipule son lance-pierre et hésite. Il a choisi les clous et la porte. À l'entrée du cellier, surtout par nuit de grande lune, les yeux étonnés et les ailes ouvertes de la dame blanche feront leur effet. Ce sera beau et effrayant. Il en rêve, mais se demande si en supprimant le nocturne d'une pierre effilée en plein cœur, il ne risque pas de tuer également sa mère. Il lui arrive de se lancer à corps perdu dans de longues litanies, des bouts de psaumes secs, des bras de mer morte. Il peut alors mourir en plein rêve, ou s'en sortir en allant creuser l'obscurité à l'aide d'une lampe torche. Il touche l'un des piliers du pont qui surplombe la vallée du Légué, il en palpe le grain, éclaire le sol instable, balaie les eaux croupies, les ronces, les bruyères, les herbes sèches. Il dérange mulots et surmulots. À moins de 100 mètres, les bribes d'un roc dur sortent d'un squat. Il éteint la lumière, retourne un ancien fait divers dans sa tête, se souvient qu'ici 2 hommes, 2 Turcs venus d'Izmir, ont un jour chuté avant d'être coulés dans le béton. Ils sont à jamais coincés sous le tablier du pont. Avant de partir, il frotte la pierre. Il les entend gémir. Il le surprend de dos, à genoux, à l'entrée du jardin, là où le 10 septembre 1996, il avait dû garer sa voiture loin du regard des enfants. Sur le siège, à la droite du conducteur, reposait ce jour-là l'urne bleue contenant les cendres de son frère, Hugues. Cet après-midi, un couteau à la main, avec assemblé près de lui un rameau court, du raffia et du mastic, c'est le père qui travaille, au même endroit. Il est en train de greffer un petit prunier. Il marmonne, parle seul, s'éponge le visage. Ses yeux pleurent à cause du froid. Il tombe une bruine glacée. 2 oiseaux sautillent dans l'allée. Il s'obstine, entr'ouvre la fente dans la branche. Il glisse le greffon. Qui va prendre, dit-il, en se relevant, titubant et rejetant d'un geste brusque le bras
qui pourtant se tend pour l'aider à tenir debout. Pendant des années, la peur ne lâche rien, elle creuse, se déplace, longe les zones floues de l'intelligence. Elle plonge ses mains dans le grand sac de l'enfance, touche de la boue des copeaux frais, de la cire fondue. Elle travaille en intérieur, elle bouge en son ventre. Elle apprécie surtout l'obscurité lente des débuts de nuit. Le soir, si le père parti pêcher ne rentre pas, c'est parce qu'il est tombé dans la rivière. L'image s'incruste. Les bottes se remplissent d'eau, le père lève les bras, s'accroche aux branches, se débat puis coule à pic. La scène a lieu face au moulin de la Roche, là où le lit envasé de la rivière grince, à environ 8 mètres sous la surface ridée de l'eau. Il a la gorge nouée, regarde sa mère, puis ses frères, ses sœurs. Pas un ne semble s'alarmer, lui seul sait. Ces certitudes douloureuses passent en boucle dans sa tête. Elle ne s'arrête qu'au moment où il entend la porte s'ouvrir et claquer, laissant passer le pêcheur, au visage écarlate qui, tout sourire, ruisselant et bien vivant, lance sur la table un torchon taché de fougères, d'écailles et de sang, au creux duquel reposent 4 truites, arc-en-ciel sorties, annonce-t-il, de l'immense trou noir qui brille, sous la lune, en formant bief, à hauteur du moulin de la Roche. Les vieux allument des feux derrière le bief. Ils font cercle autour et essaient de capter entre nappes de brume ou de fumée ce qui remue du côté de Bégard, Trévérec, Goménec. Un soir, l'un d'entre eux, qui s'obstinait depuis des lustres à ne pas tomber à l'eau, vacille et offre à leurs prunelles, surprise, la primeur d'un départ aussi rapide qu'inattendu. Il disparaît en une seconde, emporté dans une gerbe d'étoiles qui s'enfonce avec lui dans les remous du déversoir. Peu après, sur l'autre berge, un homme au visage incertain, un inconnu égaré, portant un ciré de braconnier et tenant une canne à pêche à la main, entre dans leur champ de vision. « Le revoilà, dit l'un. »« Oui, mais en bien plus jeune, répond un autre. » Il se serre autour des braises, regarde celui qui vient de tomber à l'eau. Ils lui font signe. Il ne répond pas, leur tourne le dos, ouvre sa braguette, arrose à jet continu les feuilles mortes et s'en va, marchant à grands pas, se fondre peu à peu dans la nuit noire.